Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Anne Hidalgo, plusieurs collectifs vous réclament le transfert de vos notes de frais. D'abord, je n'ai pas de notes de frais, vous savez, on est dans un cadre très réglementé. Hein. Nous sommes en guerre. Charlie Kirk, l'influenceur conservateur américain qui vient d'être assassiné. Nous sommes en guerre. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, le lieu des funérailles. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là, avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, hein, l'immortel slogan culte de notre non moins immortel président. Nous sommes en guerre, mais quelle guerre, hein, quelle guerre au pluriel, bien sûr. Eh ben, on va parler d'abord de ce qui s'est passé hier en Arizona, aux États-Unis. Donc, c'était la célébration de Charlie Kirk, le assassiné, hein, il y a 10 jours par un LGBT, trans, je ne sais pas. En tout cas, quelqu'un qui n'a pas hésité à tuer quelqu'un parce que ce quelqu'un parlait. Ce quelqu'un avait été dans la disputatio, chère à Montaigne, dans l'échange des idées. Ben non, aujourd'hui, c'est un certain nombre de gens préfèrent l'échange de balles à l'échange d'idées. C'est intéressant, hein, c'est le progrès, comme on dit. Et on va voir quelle réaction ça a suscité dans un certain nombre de médias, dont des médias français. Vraiment très très intéressant. Vous allez voir que le Reductio ad Hitlerum marche du tonnerre de Dieu en ce moment chez nos esprits mononeuronaux. Ensuite, on va parler de quelque chose que vous connaissez aussi. Alors là, on en a parlé depuis 10 jours et plus. C'est l'incident, la conversation entre 2 journalistes du service public et de Libération, en tout cas pour Thomas Legrand. Donc Thomas Legrand et Patrick Cohen qui se retrouvent avec 2 responsables du PS. Pour parler de quoi ? Eh ben, écoutez, on en reparlera parce que ça a fait poudrie. On en parlera avec Juliette Briance du magazine L'Incorrect, qui a révélé l'affaire et qui surtout cette affaire continue parce que c'est très intéressant de voir quand on veut passer pour le camp du bien, le camp de la moralité, le camp de la virginité idéologique et déontologique, et qu'on se fait prendre, on se met la main dans le pot de confiture. Et puis, on va parler évidemment d'autres choses aussi, avec Maud Protacofler, on va parler du préservatif. Enfin, vous allez voir, on parle du préservatif. J'ai un droit de réponse ou pas ? Non, aucun droit de réponse, évidemment, nous sommes en démocratie, comme vous le savez ici. Anne Hidalgo, d'abord les dépenses d'Anne Hidalgo, les dépenses costumières et autres. Non, mais vous allez voir, le préservatif, c'est très intéressant. C'est une démarche citoyenne d'un citoyen de l'ODEV dans l'Hérault, vous allez voir. Et puis tout le reste, voilà. Comme d'habitude, on a question à tout et non pas réponse à tout. Et c'est vous qui avez la réponse. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. La droite américaine célébrait hier la mémoire de l'influenceur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre dernier sur un campus universitaire en plein débat avec des étudiants. Près de 65 000 personnes dans un stade en Arizona, avec une dimension hautement religieuse. Présence de Donald Trump et d'Elon Musk côte à côte, ce qui n'a évidemment pas manqué de faire réagir une partie des médias français, André. Oui, c'est très intéressant de voir effectivement les réactions. Mais d'abord, je voudrais vous dire, moi, j'ai regardé une partie hier soir tard. C'était en diffusion sur les chaînes américaines, aussi sur certaines chaînes françaises, et c'était honnêtement, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. C'était très fort. Et si on avait à faire des comparaisons, je trouve que ça pouvait faire penser à certaines messes télévangélistes, mais télévangélistes de très haute portée. Parce que quand vous avez la femme, l'épouse, la mère des enfants de quelqu'un qui s'est fait assassiner par une balle dans le cou il y a 10 jours et qui dit à un moment donné, eh bien, en larmes, elle dit « Je pardonne à ce jeune homme qui a tué mon mari ». Reprenant les paroles de Christ, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et voici ce que ça a donné chez certains journalistes dotés de certaines neurones dans certains médias. Écoutez, d'abord, c'était sur France 5, à C'est à vous, la journaliste Judith Pérignon. Écoutez-la. Des images très impressionnantes qui nous proviennent de l'Arizona, Glendale, à côté de Phoenix, le lieu des funérailles. Il y a du monde, je ne sais pas si je veux dire du beau monde. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça ? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui.
En fait, quand la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Oui, au Madison Square Garden. Totalement, voilà, le Madison Square Garden. Et Franklin Roosevelt était très conscient que le nazisme était aussi aux États-Unis. Voilà. D'abord, on fait parler les morts. Hein. Franklin Roosevelt, c'est intéressant. Il y a un journaliste qui fait parler les morts. C'est d'une audace tout à fait remarquable. Et surtout, comment peut-on parler de meeting nazi quand on entend la veuve de Charlie Kirk dire ce qu'elle a dit? Ça veut dire que les paroles du Christ, c'est plus la croix chrétienne, c'est la croix gammée. Comment peut-on en arriver là, honnêtement, avec un sourire comme ça? C'est vraiment... c'est sans mots, parce que quand on arrive à ce stade-là, ce n'est plus de la réflexion, c'est une espèce de démarche de haine idéologique assez peu usitée dans nos contrées, mais pourquoi pas, ça arrive. Et alors, ils ne sont pas seuls. Autre chose aussi, le député macroniste européen sur BFM, Bernard Guetta, reprend une citation d'un conservateur américain qu'il a eu au téléphone. Écoutez. Les anciens néoconservateurs, qui étaient véritablement la droite du Parti républicain il y a encore une dizaine d'années, sont vent debout, mobilisés et extraordinairement actifs pour dénoncer Trump. Une conversation avec une des grandes figures de ces néoconservateurs qui m'a dit « Oh, écoutez Bernard, vous savez les différences entre les clans trumpiens, moi les différences entre Goebbels et Göring ». Alors c'est vrai, mon cher Bernard, les différences entre Goebbels et Göring, vous voyez, allons-y, n'hésitons pas, Bernard Guetta, qui a été au Monde, qui a fait des choses, qui soi-disant est un journaliste sérieux, mais allons-y, mais bien sûr, et il y avait d'ailleurs Elon Musk et Goebbels, ou c'est Trump qui est... voilà, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien, voilà, c'est Goebbels, vous êtes hitlérien, vous êtes la réduction ad Hitlerum, vous faites ça en permanence, on vous colle une étiquette et vous êtes assigné à résidence évidemment concentrationnaire, bien sûr. Et enfin, quand même, autre son de cloche, de quelle cloche? Aurélie Filippetti sur France Info. Écoutez Aurélie Filippetti. Ça m'inspire du dégoût et de la crainte. Pourquoi ? Dégoût, parce que d'abord, tous les mouvements fascistes, fascistoïdes, ont toujours comme caractéristique de se victimiser. Et ils instrumentalisent évidemment leurs prétendus héros morts au combat, tout ça entre guillemets, pour justement amplifier ce mouvement de victimisation qui est vraiment leur marque de fabrique. Leurs prétendus héros mort au combat. Donc, oui, prétendu héros. Charlie Kirk c'était encore un fasciste. Oui, certes, mort au combat, mais prétendument. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez plus un atome de réflexion. Vous n'avez plus un temps pour réfléchir un peu, pour modérer vos mots, même pas modérer vos mots, mais avoir les vrais mots. Enfin, écoutez, quiconque, honnêtement, a regardé hier soir à la télévision ou ailleurs, ça pouvait parler de tout, sauf d'un meeting nazi ou d'un meeting fasciste. Vous savez pas ce que c'est que la haine. Et moi, je vais vous dire quelque chose, par rapport, et là, ce sont des faits. Quand George Floyd est mort, qui a été étouffé par la police et qui était aussi un dealer de drogue, mais c'est pas le problème. Black Lives Matter, à la mort de George Floyd, a organisé des émeutes dans tout le pays, qui ont tué 25 à 40 personnes, blessé 900 policiers et causé, rien qu'aux États-Unis, 2 milliards de dollars de dégâts. Lorsque Charlie Kirk a été assassiné il y a 10 jours, ça a été quoi ? Ça a été des veillées de prière. Ça a été des millions de dollars ont été collectés pour sa femme, ses 2 enfants, et surtout pour son mouvement Turning Point USA. Pas une vitre de cassée. Pas un bris de quoi que ce soit. Alors vraiment, pas de différence. Non, pas de différence, non. Vous savez, effectivement, prier, c'est fasciste, bien sûr. S'organiser comme ça et se recueillir, c'est évidemment fasciste. Voilà où on en est quand les mots perdent leur sens et les sens leurs mots. Et je rappelle que la veuve Charlie Kirk a pardonné l'assassin de son mari.
Et Donald Trump a ajouté, écoutez-moi, je suis pas là-dessus, moi, les assassins, je leur pardonne pas. Chacun sa manière de voir les choses. Et Juliette Briens, bonjour. Bonjour André. Vous avez, vous-même, vous êtes journaliste à l'Incorrect. On va parler de cette affaire, le Grand Cohen, qui fait parler d'elle depuis déjà quelques jours. Mais vous avez aussi tweeté là-dessus. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous, ces réactions d'hier? Mais en fait, je pense qu'il y a une perte totale de la normalité, en fait, au sein du service public. Il n'y a aucune contradiction sur le plateau. Aucune. Moi, je pense qu'on peut penser ce qu'on veut de cette cérémonie d'hier. Personnellement, à titre personnel, je pourrais dire que ça ressemblait effectivement peut-être à un meeting politique, personnellement, je préfère un peu plus de sobriété face au drame. Voilà, c'est mon avis. Mais finalement, ce qui s'est passé hier, ce que cette journaliste nous explique en comparant l'événement à un meeting nazi, c'est la continuité de ce qui a amené Charlie Kirk à sa mort. Voilà où mène la déshumanisation de son adversaire en le qualifiant de nazi, puisqu'on sait très bien que face à Hitler devant nous, tout est justifiable. Donc il n'y a... Y compris le meurtre. Bien sûr. Y compris, et même, j'ai envie de dire, privilégié. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, on nous met sur la même échelle, on va dire, les propos tenus par, en gros, le meurtre de Charlie Kirk et la supposée violence qui serait proférée par Trump au quotidien. Mais il n'y a aucune équivalence entre, évidemment, la façon un peu grossière de Donald Trump de s'exprimer, qualifiant ses adversaires de Sleepy Joe, en parlant de Joe Biden, etc., etc. C'est la polémique politique, ça. Exactement. Ouais. Et qualifier son adversaire de nazi, donc de non-humain, de personne non morale, en fait. C'est un permis de tuer. C'est un permis de tuer. Et le fait que cette journaliste puisse s'exprimer de cette manière, sans aucune contradiction, mais je me dis, il faut faire exploser la marmite du service public, quoi. On ne peut plus tolérer ça. Combien de temps allons-nous tolérer ça? Pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que nous payons pour un service public sans notre consentement, puisque les Français... 4 milliards. Les Français ne sont pas tous... loin de là, représentés dans le service public. Puisque la neutralité journalistique, de toute façon, est impossible, il faut de la pluralité. Ah ouais, c'est la moindre des choses. Ou une privatisation. Alors, justement, on va parler du service public parce qu'il y a eu ce que vous avez publié dans l'Incorrect, votre journal, septembre 2025. En septembre, là, il y a quelques jours, une vidéo tournée en juillet dans un restaurant parisien. On y voit les journalistes Thomas Legrand, qui est à Libération et jusqu'ici à France Inter, il ne l'est plus maintenant, et Patrick Cohen, donc qui lui est toujours à France Inter et à France 5, parler avec des responsables du Parti Socialiste, avec 2 responsables, autour de stratégies politiques, etc. Donc, bon, quelqu'un a enregistré et filmé leur conversation sur son portable. Et puis, alors, on racontait ce que disait Thomas Legrand. Nous, on va faire ce qu'il faut pour Rachida Dati, Patrick et moi, etc., etc. Les scénarios pour Ruffin, Canfin, Glucksmann, les alimentations de suspicion, etc. Alors, ça a fait le bruit que ça devait faire, bien sûr. Silence total des institutions. Le service public appuie ses journalistes. Et on a entendu d'ailleurs, une semaine après, 10 jours après, dans C'est à vous sur France 5, Patrick Cohen expliquait ceci en sa défense quand on lui demandait, mais ça a été enregistré. Voici ce que dit Patrick Cohen au micro de C'est à vous. Mais est-ce que la teneur des discussions entendues sur ces vidéos n'est pas la preuve d'une forme de collusion? Mais justement, ça n'est pas une preuve, c'est un montage pour 1h15, 1h30 de conversation à peu près. C'était il y a 2 mois, c'était début juillet. En tout, 2 minutes 30 d'images, de sons sélectionnés, coupés, charcutés, qui ne reflètent pas ce que fut ce rendez-vous au demeurant banal. C'était une conversation entre journalistes et politiques comme il y en a tous les jours et à toutes les heures. Ainsi, l'une des séquences qui a été mise en ligne d'une durée d'1 minute 12 a été coupée à 10 reprises. 10 points de montage qui sont visibles à l'œil nu, ce qui laisse penser que cette vidéo a été volée et montée dans le seul but de provoquer une interprétation biaisée et malhonnête, en clair pour nous nuire. Et parce que nous n'avons rien à cacher, nous avons adressé aujourd'hui, par voie d'huissier, une sommation pour obtenir les rushs.
Alors, Juliette Briens, vous avez truqué, tronqué, coupé en 10 morceaux. Vous avez d'ailleurs tout à fait réinterprété. Et d'ailleurs, il y a une sommation pour avoir Alors, est-ce que vous les avez vraiment non seulement piégés, mais vous les avez déformés? Alors vraiment, moi je trouve que cette défense est merveilleuse, très intéressant, puisque déjà, on a évidemment prouvé qu'il n'y avait absolument aucun montage qui venait déformer, décontextualiser leurs propos. Nous avons fait constater les rushs, comme dit Patrick Cohen, auprès d'un huissier, un commissaire de justice, qui a effectivement pu attester de la véracité des propos et de la conformité. Il a écouté toute la bande. Voilà, exactement. Les 10 points de montage, bon pareil, on avait fait 10 points de montage pour enlever quelques latences pour que ce soit audible. Nous avons évidemment publié la vidéo sans les points de montage, ce qui montre qu'il n'y a évidemment rien qui est détourné dans les propos, à part dans la tête de Thomas Legrand, puisque Thomas Legrand a dit sur Quotidien que la vidéo non montée sans les 10 points de montage venait si vous voulez, totalement justifier de la conversation. Enfin, je pense que c'est pour lui, c'est une sorte de... C'est un mécanisme de défense. Je pense qu'il a lu un livre de développement personnel récemment. Donc, évidemment, rien n'est monté. Mais ce qui est intéressant dans la défense de Patrick Cohen, c'est que le simple fait que Patrick Cohen prenne pour défense le montage, il vient valider ce que nous disons depuis le début, c'est-à-dire que ces propos sont problématiques. Les propos que l'on entend dans les vidéos sont graves, posent question, et il le valide en se défendant par le montage. Parce que quand on est serein avec ce qu'on dit, quand on est serein avec ses paroles, on ne crie pas au montage, en fait. Alors, en quoi sont-ils graves? Rappelez quelques éléments, Juliette Briens. En quoi, effectivement, 2 personnes, ils parlent politique avec 2 responsables du Parti socialiste, et des centaines de journalistes font ça. En quoi sont-ils graves? Alors, ils sont graves, puisque nous avons donc deux journalistes du service public qui se revendiquent, surtout pour Patrick Cohen, de la plus pure des neutralités journalistiques, avec 2 hauts responsables du Parti socialiste, et que dans la conversation, au-delà de certaines parties que nous avons gardées privées, comme évidemment des opinions politiques ou autres, des conversations normales qu'il pourrait avoir, il y a cette notion d'utilisation du service public à des fins de stratégie politique. Lorsque Thomas Legrand dit Patrick et moi, vous avez vu Patrick et moi, on s'occupe de Dati, ce qu'il veut dire, c'est que on utilise le service public, on utilise la plateforme de France Inter et de France 5 pour s'occuper, faire en sorte que Madame Dati ne soit pas élue à la mairie de Paris. C'est ça qui est dit. Quand Pierre Jouvet explique que le NFP avait un accord, Parti socialiste, tout à fait, avait un accord pour Laurent Berger, Premier ministre, et que Thomas Legrand dit nous, on l'a invité à la matinale de France Inter pour qu'il prenne le truc. Autant dire, pour lui donner une stature de Premier ministre. Manque de bol, il ne fait que nous parler du Crédit Mutuel. Vous voyez, c'est un ton, ce sont des paroles qu'on ne devrait pas entendre de la bouche de personnes qui travaillent au service des Français. Voilà. Donc, une espèce d'utilisation de services publics, etc. Juste un mot, vous allez voir à propos de Thomas Legrand, c'est très intéressant. Il était dans Quotidien, dans l'émission Quotidien sur RMC. Et TMC. TMC, oui, pardon, pas RMC, non, TMC. Et voici ce qu'il dit, c'est très court, mais vous allez voir, c'est très parlant. Quand je déjeune avec des hommes politiques, c'est jamais tout seul comme journaliste, plusieurs journalistes. Quand vous ne dînez pas. Je ne dîne pas. C'est une limite un peu débile de dire je déjeune mais je dîne pas. Mais c'est déjeuner, c'est différent d'un dîner. Un dîner, moi quand je dîne avec quelqu'un, on se resserre de vin, on finit toujours par parler. Mais juste sur ça, est-ce que c'est très très bien, moi j'adore, c'est vrai. On se demande ce que c'est quand il dîne. C'est vrai. Heureusement. C'est très amusant. Moi je déjeune mais je ne dîne pas. J'adore. Ouais. C'est très très. Oui, parce que vous connaissez, c'est plus intime dans ces cas-là. Mais pour revenir à ça, Juliette Briens, il y a quelque chose. Briens, pardon. Il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est vrai, c'est cette utilisation du service public. Et après, ils disent c'est pas nous. On va juste prendre une petite pause, Quentin, et nous allons continuer d'en parler parce que il y a quelque chose de très fort. Encore une fois, le service public, c'est des 25 millions de foyers français qui le payent. 4 milliards à 5 milliards d'euros par an. Très bien, mais on veut savoir où est la pluralité, peut-être. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.
et Juliette Briens du service politique, j'allais dire de l'incorrect, en fait journaliste à l'incorrect, mais c'est bien un service politique, ça me plaît. Au fond, si on avait à résumer la conversation, je parle pas de la conversation par rapport à telle ou telle personne, de ce qui a été entendu donc entre Thomas Legrand, Patrick Cohen et les deux responsables socialistes, c'était quoi? En fait, l'idée, c'était quoi exactement, rapidement, enfin en synthétisant? L'idée de la conversation, c'est comment créer un champ politique pour évincer Jean-Luc Mélenchon afin de trouver un candidat commun pour la gauche qui serait capable de gagner les présidentielles. Fréquentable, quoi. Voilà, fréquentable. C'est pour vous dire le niveau, si vous voulez, de déconnexion que ces gens ont de ce que veulent les Français. C'est-à-dire que s'imaginer avec un Raphaël Glucksmann arrivant au 2e tour et battant Marine Le Pen, faut quand même vraiment aller la chercher loin, quoi. Mais ils ont la foi du charbonnier, du militant. Ça, c'est un jugement, voilà. Ouais. On peut en penser ce qu'on veut. Le problème, c'est évidemment que le fond de la conversation n'est pas approprié à la tenue que devrait avoir un journaliste du service public qui est payé par les impôts des Français. Et d'ailleurs, tout journaliste, on peut parler, effectivement, mais c'est vrai que dans le service public, encore une fois, on paye tous l'impôt. Et donc, on demande vraiment une diversité qu'on n'a pas. Et ça va s'arrêter là, à votre avis je veux dire... D'abord, je rappelle juste quelque chose, quand on dit, mais oui, vidéo volée, tout ça, mais la plupart des journalistes et les plus grands pratiquent la vidéo volée ou la caméra cachée. N'oublions pas ce que fait Élise Lucet, et elle a raison de le faire. Ça fait partie des armes du journalisme. Bien sûr, mais si vous écoutez Thomas Legrand sur Quotidien, il vous expliquera que lui, il trouve ça très bien, ces méthodes journalistiques, vol d'enregistrement, vol de vidéos, vol de factures, etc. Il trouve ça très bien, mais que pour les méchants, en fait. Voilà. Pour les actes délictueux, que pour les méchants, que pour les gens de droite. Parce que si on est de gauche, on est un gentil, donc ces méthodes ne sont absolument pas acceptables. Bien nous, ce qu'on retire de cette affaire, c'est que l'intérêt public de ces vidéos a été largement prouvé, que ce soit par les réactions politiques en chaîne de tous les partis, de tous les côtés, de gauche à droite. Tout le monde a réagi, tout le monde s'est indigné. Et je rappelle aussi que l'Arcom lance une enquête sur le service public, sur la neutralité et la pluralité du service public. Donc tout est justifié par cette enquête et par les réactions qu'on a eues. La vérité, c'est que les propos ont choqué, les propos qui ont été tenus et choqués. Ce qui a été dit avant, la raison pour laquelle ils se sont rencontrés, puisque Patrick Cohen nous explique qu'en fait le PS n'était pas content de la façon dont il traitait Olivier Faure sur la radio. Donc ne vient pas atténuer les propos qui ont été tenus. Et d'ailleurs, Olivier Faure, vous voyez, ils en ont pas beaucoup parlé, puisque finalement, il l'estime à 2% et il lui préfère largement Raphaël Glucksmann. Eh ben voilà. C'est-à-dire, en fait, c'est extrêmement simple. C'est que quand vous parlez, et vous savez, je vais vous dire, je vais aller plus loin. Il y a une vie privée pour tout le monde, y compris pour les journalistes. Mais quand on parle politique, quand on parle stratégie, c'est pas vrai. Ce n'est pas la vie privée. Et pour terminer, je ne pense pas que ce soit terminé. Parce que moi je pense qu'ils sont aux abois, je pense que ils font front commun, nous font croire que tout va bien, que c'est la méchante extrême droite, mais je pense que la corde est très tendue et qu'on va découvrir de plus en plus de choses extraordinaires, comme par exemple l'association de Madame Vatrin, la femme de Thomas Legrand, qui touche à hauteur de 40 000 € de subventions dispersées en plusieurs petites mairies de gauche pour une association ou une sorte de radio dont personne n'a jamais entendu parler. Et vous voyez, en fait, c'est une sorte de mafia, pacifiste. Ouais, une mafia non violente, dans laquelle, si on tire une ficelle, en fait, on arrive sur... Oui, sur la pelote, et je vais vous dire que ce soit des mafias, il y en a partout, à droite comme à gauche, à l'extrême droite comme à l'extrême gauche, s'il y a encore, il y a. Mais le vrai problème, c'est... l'argent des Français. Il n'y a pas le camp du bien d'un côté, de la vertu, et le camp du mal de l'autre côté, et puis, comme vous dites, l'argent des Français. Merci, Juliette Briens. Mais merci beaucoup. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. La maire socialiste de Paris maintenant est dans la... Non, vous exagérez, mais on ne doit pas encore parler des socialistes. Je suis désolée, c'est pas vrai. Faites exprès. On va nous dire qu'on est une radio de droite et d'extrême droite. Pas du tout, et vous le savez. Eh bien, je me tais. Anne Hidalgo est dans la tourmente depuis les révélations de Mediapart sur ses notes de frais. Près de 210 000 € de dépenses en 4 ans, André.
210 000 euros ont été dépensés en 4 ans, dont 84 000 euros pour sa garde-robe et 125 000 euros pour ses voyages. La mère, c'est la mère de Paris. C'est notamment offert deux robes Dior à 6 320 euros en 2024, un manteau Burberry à 3 067 euros en 2023, une blouse Dior à 1 120 euros en 2021 ou encore une veste Burberry à 1 087 euros en 2020. Oui, j'allais parler du Burberry à visage humain, mais je le ferai pas. Bon, voilà, elle a multiplié les achats. Oui, mais j'ai envie de vous dire, Maud, je sais pas ce que t'en pensais quand même. On comprend qu'elle dise ça, mais on comprend pas effectivement qu'elle dise. Elle est interrogée en 2021 sur RMC par Jean-Jacques Bourdin en 2021 et il l'interroge sur les notes de frais. Écoutez. Anne Hidalgo, plusieurs collectifs vous réclament le transfert de vos notes de frais. J'ai vu ça hier. Vous avez vu ça? Écoutez, est-ce que vous allez les justifier? Est-ce que vous allez publiquement? D'abord, je n'ai pas de note de frais, vous savez. Note de représentation. Alors, on est dans un cadre très réglementé. On est un cas très réglementé, pas de note de frais, etc. Alors, il y a deux choses quand même, oui, mais on pourrait dire aussi, écoutez, en défense d'Anne Hidalgo, elle représente Paris, la capitale du luxe, la capitale de la beauté, la capitale de l'esthétique, et vous voulez quand même pas que la mère soit en robe-sac, quand même, Maud. Ah, mais je n'ai pas d'avis sur la question, mais... Si vous avez un avis, n'essayez pas de dissimuler ça. Non, mais on peut poser la question, et c'est vrai... Et en fait, qu'est-ce qui fait que on peut poser la question, mais aussi y répondre? C'est que, d'accord, mais elle s'habille aux frais de qui? C'est ça le problème. Est-ce que c'est entièrement, mais alors c'est entièrement aux frais de la collectivité parisienne, en fait? Est-ce qu'elle se paye? Parce qu'il y a aussi des histoires de téléphone, rappelez-vous, le voyage à Tahiti, etc. Oui, absolument, qui avait coûté beaucoup aux Parisiens, en fait, puisque c'est l'argent quand même du contribuable. Mais je pense que ce qui choque aussi essentiellement, c'est l'image, c'est-à-dire que Anne Hidalgo représente une ville surendettée. Alors, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais 10 milliards, voilà, 9 merci. à 10 milliards, 9 merci à 10 André. milliards de dettes. Ouais. Donc je pense qu'il y a cet aspect-là quand même qui dérange un petit peu. Et puis, si on regarde les chiffres, en fait, plus précisément, le nombre de SDF peut-être. On rappelle quand même que Anne Hidalgo est une mère socialiste, donc normalement il y a certains sujets qui devraient primer, le taux de pauvreté, de mal logement à Paris, etc. Et en fait, en face, on a la maire de Paris qui vit de façon quasi princière. Donc moi, je peux comprendre effectivement le choc à ce niveau-là. Oui, et puis on peut se dire, rappeler comme ça en passant que François Fillon, je ne dis pas qu'on ne défend pas François Fillon, mais en 2017, il s'est fait complètement pourrir sa campagne présidentielle. Alors, il y avait effectivement l'emploi fictif de son épouse. Je dirais simplement que si on avait fait à l'époque une enquête sur le nombre de députés qui avaient de la famille, de la maîtresse, du cousin, du fils, etc., comme emploi fictif, on en aurait eu quelques-uns, quelques dizaines. Eh ben, François Fillon, il s'est fait complètement démolir pour 3 ou 4 costumes. Donc là aussi, on n'aimerait pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures, c'est tout. On n'a pas à défendre ou condamner, mais faut être transparent. On ne peut plus supporter l'opacité, le mensonge par omission et l'enfumage. Ça ne marche plus. Vous savez, c'était le cardinal de Retz qui disait on ne peut sortir de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh ben, le détriment, ça ne va plus. Il faut sortir de l'ambiguïté. Mais je crois que nous avons un auditeur. Nous avons Frédéric de Bordeaux. Ah non, finalement, on ne l'a pas. Non, on ne l'a pas. Je croyais qu'on avait Frédéric. Mais qui n'hésite pas à rappeler au 0826 300 300. N'hésitez pas à appeler, et à aussi réagir. sur SMS. Ouais, surtout si vous êtes parisien et que cette affaire, en l'occurrence, vous trouble. Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et les dépenses d'Anne Hidalgo vous font réagir. On accueille Frédéric qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour madame, bonjour tout le monde. On vous écoute. Ça me fait réagir, oui et non, parce qu'en fait, on est quand même relativement habitué au manquement dans l'honnêteté de nos hommes politiques divers et variés, qu'ils soient ministres, maires, alors, surtout dans les grosses communes. Je pense pas que dans les petites communes, dans ma commune, par exemple, qui est une petite commune, je vois pas du tout le maire jouer à ce genre de choses. Et dans les petites communes. Mais par exemple, madame Hidalgo, ça m'étonne pas du tout. C'est une personne qui a toujours montré ça, que ce soit Hollande, que ce soit machin. Enfin, on a toujours vu, et notamment la gauche, dilapider l'argent et se servir grossièrement, quoi. Oui, pas seulement la gauche, Frédéric, pas seulement la gauche, faut être honnête. Globalement, chaque fois qu'on entend parler de ce genre de choses, ça tombe
sur la gauche. Quand on était dans les années 80 avec Mitterrand, c'était la gauche. Le Crédit Lyonnais, Paribas, etc. On avait le maire d'Angoulême qui se servait tranquillement dans les caisses de l'État. Une petite commune près de chez moi, à Villeneuve-d'Ornon, le maire, un certain monsieur, je me rappelle plus son nom, est parti rapidement, est parti très vite avec toutes les factures, quasiment toutes les factures impayées des fournisseurs de la mairie pour aller se réfugier, je crois, à Saint-Barth. Il n'a jamais été inquiété. Et on en a d'autres tout le temps. Et alors là, j'ai pas d'exemple de gauche autre que Madame Hidalgo là tout de suite qui me revient. Mais ça vous inspire quoi en fait, Frédéric? Vous dites c'est pas normal que comme ça on dépense l'argent public. C'est ça, ça vous paraît en ces temps aujourd'hui où on appelle tout le monde à se serrer la ceinture comme d'habitude. Ça vous paraît scandaleux? Ça me paraît bien sûr scandaleux, mais ça le terme est galvaudé. Oui. Maintenant, j'en arrive. Je ne le pensais pas au début, lorsque j'avais 20-25 ans, qu'à peu près tous les hommes politiques étaient complètement pourris. Mais là, maintenant, j'en suis à peu près persuadé. Je pense que 80% des personnes qui sont dans la politique, qui soient à gauche ou qui soient à droite, Sarkozy, bon, pareil, là, il s'est quand même fait épingler. Je ne sais pas où il va en arriver avec l'histoire de la Libye, avec Kadhafi, etc. Il y en a d'autres, il y en a plein. Carignon à Grenoble, Vous trouvez qu'il y a 80%, c'est beaucoup, hein? 80%, il y a quand même. C'est beaucoup. Oui, il y a quand même des politiques honnêtes, hein, il ne faut pas généraliser. Je ne vois pas comment les hommes politiques seraient. Comment ça peut pas être autrement. Quand je vois Juppé qui a installé un tram à Bordeaux, un tram qui a complètement bousillé les transports en commun de Bordeaux, mettre un train dans une ville de la taille de Bordeaux, comme comment il s'appelle, l'ex-maire de Nantes, qui a été ministre sous Hollande, pareil, qui a mis un train, voilà. Automatiquement, il a dû toucher quelque chose de la part d'Alstom. C'est pas possible. On peut pas savoir. Vous savez, on peut pas affirmer quelque chose qui n'est pas prouvé. Vous le savez, Frédéric. Vous me demandez ce que je pense. Vous me demandez ce que je pense. Bien sûr. Les factures d'Anne Hidalgo, pour moi, ça ne fait que rejoindre ce genre de choses. Cette femme se sent complètement à l'abri parce qu'effectivement, en plus, elle est de gauche. Donc, elle sera de toutes les manières protégée par les médias. Donc, sauf sur radio, éventuellement. Elle sera de toutes les manières protégée par les médias et elle peut piocher sans jamais être embêtée. Larcher n'est pas forcément de gauche, il pioche. Larcher, je crois qu'il s'est fait construire un petit siège à sa taille pour pouvoir continuer à grossir tranquillement grâce au pas le physique. On n'attaque pas le physique, Frédéric. Alors, c'est pas le physique, c'est juste le poids. Et donc c'est quand même dramatique. Il n'y a pas que lui. Mais il n'y a pas que lui. Il ne peut pas y avoir que lui. Il ne peut pas y avoir que lui. Et donc, moi, j'en arrive à cette conclusion. Au début, je croyais, quand j'avais 16-17 ans, je croyais, d'après ce que m'avaient dit mes parents, que les gens qui étaient absolument insoupçonnables de tout, c'était les politiques, les journalistes, les médecins, les avocats, les gendarmes, les policiers, etc. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Même les professeurs. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste quelques journalistes dans quelques médias. Tout le reste, au secours. Et les médecins, les infirmiers, etc. Ok, mais c'est tout. Le reste, je m'aperçois que c'est... Donc je ne sais pas comment on va pouvoir s'en sortir, parce qu'il n'y a pas un De Gaulle qui traîne. Quand on voit les gens qui sont là, susceptibles de succéder à l'adolescent qui nous gouverne, mais il n'y en a pas un seul qui a la moindre carrure pour faire quoi que ce soit, parce qu'en plus, autour de lui, il n'a personne. De Gaulle, à l'époque, a pu compter, je pense, sur quelques personnes qui avaient comme Debré et d'autres. Mais là, actuellement, qui y a-t-il? Frédéric, vous poussez tout ça au noir, j'espère, je ne dis pas, mais c'est votre opinion, et c'est totalement, vous avez totalement et légitimement le droit à cette opinion. J'espère qu'on n'en est pas à ce point, j'espère, vraiment. Je crois que nous avons Denis. Denis qui nous appelle de Périgueux, oui. Oui, bonjour Denis. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour, c'est un bonheur de vous avoir, une fois de plus, c'est vraiment du bonheur. Alors, je voudrais signaler qu'en même temps que l'histoire Fillon, il y a eu l'histoire Bruno Leroux, dont personne ne parle, qui était président de l'Assemblée nationale et qui a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale parce qu'il embauchait ses deux filles à l'Assemblée nationale en même temps qu'elles travaillaient en Belgique. Donc encore une fois, deux poids deux mesures, de la droite et la gauche. Voilà, c'est tout ce que je voulais signaler et rappeler à ce brave monsieur Bruno Leroux qui a aussi triché, très bien triché. Voilà. Ça me rappelle, hein, c'est Victor Hugo dans Hernani, bon appétit aux ministres intègres. Hein. C'est ça. Merci Denis. Écoutez, merci à vous surtout pour vos émissions, du bonheur. Merci. Je suis depuis plusieurs années
et un fidèle de vos émissions parce que c'est un vrai bol d'oxygène dans cette ambiance de médias un peu bizarre. Eh bien, écoutez, on continuera à essayer de vous faire respirer. Ça, c'est clair. Merci encore une fois, Denis. Pour réagir, André, à ce que disent Frédéric et Denis, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on n'a jamais connu dans la vie politique française, des hommes politiques toujours intègres? Oui, parce écoutez, que là, je pense on en parle aujourd'hui, mais... Il faut faire très... Bien sûr, vous avez raison. Il faut faire très attention, justement. Moi, je suis, vous le savez, toujours l'ennemi de toute généralisation. Le tous pourri est quelque chose de tout à fait... je trouvais lamentable. Personne n'est fait. Il faut pas généraliser une profession. Oui, ceux-là tous pourris. Comme vous savez pour le racisme. Oui, ceux-là sont des pourris. Non. Il y a des gens qui se laissent tenter. Il y a des corrompus. Il y a des vendus. Bien sûr que ça existe. Et puis c'est de tout temps. Vous savez, on reparle du scandale des piastres. Il faut relire la presse même du 19e siècle. Là, la corruption a toujours existé, du temps des Romains et des Grecs. C'était pas mal non plus le trafic. Donc c'est pas ça. Ça a toujours existé. Le vrai problème, Maud, que vous posez, c'est les contre-pouvoirs. C'est-à-dire, ok, il y a des gens corrompus, mais il y a des gens qui attaquent les corrompus. Il y a des gens qui font la lumière sur telle ou telle corruption. On l'a vu aux États-Unis avec Doge. On le voit aujourd'hui, notamment avec Anticor et autres en France ou ailleurs. C'est vrai. Le problème, c'est c'est toujours pareil, on le répète, on le radote. Une démocratie, ce sont les pouvoirs, mais ce sont aussi les contre-pouvoirs. Ceux qui vous donnent des informations et qui empêchent effectivement la corruption de se généraliser. Et voilà, c'est très 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 important de dire ça. Et je dirais pour finir, je crois, écoutez, je peux me tromper, que par exemple, pour ne citer que lui, un certain Pierre Mendès France, ou un certain, surtout, en même temps, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, il payait lui-même son électricité. On peut tout dire de Charles de Gaulle, sauf qu'il est une once de corruption. Donc voilà, non, ça existe. Et vous allez me dire, oui, ce sont des exceptions. Non, ce ne sont pas que des exceptions. Il y a des gens, des politiques, qui sont totalement honnêtes, des fonctionnaires aussi, etc. Moi, je refuse complètement la généralisation et l'assignation résidence, encore une fois, et la réduction d'un corps de métier. Ah oui, sont des corrompus. Non, bien sûr qu'il y en a. Il y a des corrompus, mais il faut les combattre et il faut des contre-pouvoirs. Et est-ce que vous pensez, parce que justement, vous parliez du général de Gaulle, Frédéric en parlait, il disait on a besoin d'un général de Gaulle, il n'y en a plus aujourd'hui. Est-ce qu'un général de Gaulle aujourd'hui serait élu? Est-ce qu'un homme comme lui, aujourd'hui, serait... C'est une question à $100 000 ou à 100 000 euros, on ne peut pas savoir. Mais vous savez, pour qu'il y ait un de Gaulle, ou d'ailleurs, aucune époque ne ressemble à une autre, donc ce sera pas un de Gaulle. Je crois simplement que ce sera quelqu'un qui correspondra à la situation aujourd'hui qu'on vit. Et est-ce qu'il faudra attendre une dramatisation que personne ne peut espérer, une violence que personne ne peut espérer, ou une misère, ou un appauvrissement, une paupérisation que personne ne peut espérer pour que jaillisse quelqu'un ou un groupe qui vivra verra. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors on a eu les témoignages d'indignation de Frédéric et de Denis, et puis un citoyen français a trouvé une façon un peu plus originale d'exprimer sa colère, de façon plus subtile, on va dire. Alors absolument, Maud, ça c'est vraiment intéressant. Rendons hommage à Pierre Guiraud. Alors vous allez me dire, mais qui est Pierre Guiraud? Eh bien, Pierre Guiraud est un citoyen de Lodève dans l'Hérault, la ville de Lodève. Alors, il en avait lui aussi, comme nos deux auditeurs, comme beaucoup d'auditeurs et de résistants de Sud Radio, un peu marre des actions des parlementaires. Il en avait marre, et lui, il aime bien les actions symboliques et provocatrices. Et j'ai toujours dit que c'était pas mal, les actions symboliques et provocatrices, oui. Ce n'est pas violent, ça ne tue pas des gens, ça ne mobilise pas des milliards pour des voitures brûlées et des habitants caillassés, etc. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a envoyé 577 préservatifs aux 577 députés pour qu'ils ne se reproduisent plus. Alors évidemment, il a dû envoyer des préservatifs féminins, j'imagine, pour les femmes quand même, j'espère, Pierre Guiraud. On a essayé de l'avoir, on l'a pas, mais s'il nous écoute, eh bien, il est absolument le bienvenu. Alors il s'est expliqué au micro de nos confrères de France Bleu, Pierre Guiraud. Il a dit, voilà, le niveau de l'Assemblée à chaque élection législative descend de plus en plus. Là, on n'est plus au niveau, on est à qu'un niveau. Quand on voit les élus crier, d'autres à moitié affalés, ceux qui ne se serrent pas la main, ceux qui s'insultent, il dit, voilà,
voilà. Eh ben moi, Pierre Guiraud, ma façon de manifester, c'est pas d'empêcher les gens de bosser, c'est de faire des actions comme ça qui les ridiculisent pour qu'ils changent. Donc le colis a été envoyé le 11 septembre au Palais Bourbon, 577 préservatifs ou autres, et il avait fait quelque chose en 2016, Pierre Guiraud. C'est vrai, il a de l'imagination. Il avait mis en conserve les derniers souffles du socialisme devant l'ancien siège du PS, rue de Solfénor. Il a été petite boîte, vous savez, où on pouvait respirer les derniers souffles du socialisme. Je sais pas quel parfum ils avaient, mais voilà. Et puis, plus récemment, il avait envoyé un pyjama d'Elton à Patrick Balkany, alors incarcéré à la présidence de la santé. Écoutez, voilà, c'est des symboles. Dites-nous si vous pensez que c'est bien, ou vous pensez que c'est pas bien, que ça sert à rien, etc. Mais voilà, Pierre Guiraud, en tout cas, a une chose. On l'aime ou on n'aime pas ce qu'il fait, mais au moins il a réagi. Et dites-vous bien que la réaction, le fait de réagir est beaucoup plus sain que celui de dormir. Et vraiment. Ça vous fera plaisir, André, parce que dans ce même entretien à France Bleu, Pierre Guiraud avait loué les vertus du militantisme façon Coluche. Voilà, et il a raison, Effectivement, on se retrouve un peu là. Et Coluche, exactement. Coluche s'était présenté, rappelez-vous, à la présidentielle de 80. Bon, il avait renoncé, mais c'est lui qui disait un chômeur, un chôme dû. Ah, je ne sais plus comment il le disait, c'était fabuleux. Mais Coluche, c'est vrai que ça reste un modèle. En tout cas, Pierre Guiraud, écoutez, c'est bien, continuez. Dans un instant, restez bien avec nous, Étienne Alexandre Beauregard, auteur de Anti-civilisation aux éditions de La Cité. Comment expliquer la crise civilisationnelle occidentale? On en parle dans un petit instant. Et puis Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'ère du monde fini commence. Nous autres civilisations savons que nous pouvons mourir, etc. Tous les écrivains, beaucoup se sont emparés de ce thème du déclin des civilisations, du déclin des empires. Alors, est-ce que nous sommes dans cette période? Est-ce que nous sommes dans cette période où, comme disait le grand idéologue communiste Gramsci, est-ce que nous sommes encore dans la période où où le jeune n'est pas encore né et où le vieux n'est pas encore mort? Et donc c'est dans cette période que naissent les monstres et en tout cas que naît la crise. Étienne Alexandre Beauregard, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écrire un livre remarquable, je veux dire Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur, aux éditions La Cité avec une préface de Mathieu Bocoté. Je voulais savoir si au fond... alors c'est très intéressant d'avoir... Vous avez quel âge? 24 ans. 24 ans. Eh bien écoutez, en 24 ans, je dirais, vous avez écrit déjà 3 livres et celui-là est vraiment très intéressant. Vous parlez un peu de tous les aspects de ce que vous appelez effectivement... On est en train de changer d'air et vous dites que votre génération, en tout cas une partie de votre génération, elle est dans une espèce de nouveau conservatisme dont nous allons parler. Mais d'abord, choc des civilisations, Huntington en a parlé, et face à, rappelez-vous, Fukuyama qui disait absolument non, c'est fini, c'est la fin de l'histoire, etc. Alors on en est où aujourd'hui, selon vous? La thèse Huntington, par exemple, est assez intéressante parce que pour lui, c'est vraiment le choc extérieur, en fait, qui va, sans dire achever l'Occident, mais qui va la mettre en difficulté. Alors que, vous aurez constaté, le sous-titre de mon livre, c'est « Pourquoi nos civilisations s'effondrent de l'intérieur ». Ouais. Donc, c'est un peu le pari que j'ai choisi de faire en examinant un peu les dérives contemporaines de la liberté. Parce que, qu'est-ce qu'une civilisation? D'abord, Norbert Elias nous disait, c'est quand on est capable de mettre de côté nos pulsions pour bâtir des règles collectives qui nous permettent de vivre ensemble. Et donc, quand je parle d'anti-civilisation, pour moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, quand on sombre dans la déconstruction, quand on décide justement que le fait qu'on a des normes, qu'on a une culture, qu'on a des mœurs aussi... Ça ne sert plus à rien, quoi. Exactement. Ça, ouais. Je pense qu'on les prend pour acquis. Et malheureusement, c'est davantage les jeunes, c'est davantage les plus vulnérables aussi qui récupèrent la facture quand on laisse les pulsions antisociales s'exprimer, quoi.
Et alors justement, ces pulsions sociales s'exprimer, ce qui revient facture, vous parlez de tout, hein, on parle du woke d'un côté, des extrémismes de l'autre, et on revient toujours, enfin, il y a eu beaucoup de livres qui ont abordé cela, vous savez, les Lumières, on monte jusqu'aux Lumières, et puis on monte à la déconstruction, à la Derrida et compagnie, la French Theory et autres. Au fond, tout cela aujourd'hui fait un cocktail explosif, on voit très 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 bien, on a vu ça encore à la réaction, on en parlait en début d'émission, réaction des médias, notamment français et autres, à la cérémonie en hommage à Charlie Kirk en Arizona. Je ne sais pas si vous avez suivi cela. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout se passe comme si on assigne à résidence, on met des étiquettes, vous êtes du bon côté, vous êtes du mauvais côté, vous êtes ceci, vous êtes cela. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé, alors justement, qui n'était pas votre génération, qui est la mienne, des années 60-70, disons, etc., et même plus, et quel est, entre ces années-là, hein, pour vous, vous en parlez pas mal dans votre livre, qu'est-ce qui a profondément changé depuis 50 ans dans les générations, dans la prise de conscience, si prise de conscience il y a? Je crois que il y a certainement une différence générationnelle qui s'exprime à peu près partout en politique aujourd'hui, parce que, disons, la génération qui a amorcé la déconstruction dans les années 60, dans les années 70, elle avait cette grande chance, en fait, d'avoir justement hérité, d'avoir grandi avec cette tradition à laquelle elle a choisi, en quelque sorte, de renoncer librement, peut-on dire. Mais le contre-coup, peut-être qu'elle n'avait pas anticipé, c'est que les plus jeunes, comme moi, eh bien, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir justement cet héritage. Donc, à partir du moment... Parce que vous êtes né dans une époque déjà déconstruite, c'est ça? Ben oui, parce que à partir du moment où on coupe le fil, à partir du moment où on décide de cesser de transmettre, eh bien, malheureusement, on appauvrit. Et donc, je ne peux pas dire que ma génération, ceux qui sont nés entre 1995 et 2012, grossièrement, ont eu la même chance que ceux qui, justement, ont fait la révolution 68arde et ont décidé, justement, qu'ils ne nous transmettraient plus ces trésors civilisationnels dont eux ont hérité. Oui, eux l'ont eu, mais ils ont dit on va s'en débarrasser. Du passé, faisons table rase. Voilà, hein, c'est comme celui qui monte au sommet d'un château et qui pousse l'échelle ensuite. C'est exactement la même chose d'une certaine manière, mais sur le plan culturel. Mais alors justement, ça m'intéresse. Vous avez grandi dans quelle atmosphère intellectuelle, vous, Étienne Alexandre Bourgard? C'est-à-dire que ce vide, quand vous avez commencé à prendre conscience, très jeune d'ailleurs, Mathieu Bocoté le raconte dans sa préface, mais quand vous avez pris conscience de ce vide, quel a été votre, je vais dire, c'était quoi votre réaction? C'était bon, il y a un vide, c'est fini, on va faire avec. Et puis on a un certain nombre de gens, il faut le dire, d'ailleurs, jeunes ou vieux, un peu décérébrés, ils disent tout ça n'a aucune espèce d'importance. On vit dans une espèce de vide, l'air du vide, comme disait Gilles Lipovetsky. Vous, c'était quoi pour vous? Je pense que c'est quelque chose qui fait assez consensus dans ma génération. D'ailleurs, même chez ceux qui sont de gauche plutôt que de droite, c'est cette idée que on arrive dans une époque, une société liquide, comme disait Bauman, où on cherche pourtant des repères, on cherche des ancrages, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il ne peut pas exister dans le vide, bien sûr. Et quand on arrive à mon âge, même moi, ça a été autour des 15-16 ans, j'ai commencé à avoir un peu un appel du service public, de la politique et tout. On se demande quand même, OK, mais qui suis-je? Dans quelle collectivité est-ce que je grandis? On me parle tous les jours à l'école de liberté, mais comment est-ce que je peux exercer ma liberté? Et vers quel objectif? Qu'est-ce que c'est de faire le bien? Qu'est-ce que c'est de faire le mal? Mais à partir du moment où on refuse cette transmission-là, où on ne veut pas nous donner les réponses, eh bien, il faut les rechercher, en fait, ces sources d'enracinement-là. Donc, ça a été ça, je pense, la réflexion. Et dans toutes mes discussions, à peu près, avec des intellos qui ont environ mon âge, peu importe leur affiliation politique, il semble y avoir une espèce de consensus sur ce vide-là et le fait que ce vide-là est très, très, très délétère. Oui, c'est-à-dire que, en fait, la nature a horreur du vide, et même votre nature à vous, les jeunes de 20, 25 ans et 30 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et vous, alors c'est intéressant, parce que votre livre, vous le montez, vous avez choisi, et on va parler de cela, parce que à un moment donné, c'est vrai, moi, ma génération, tous les jeunes étaient de gauche, c'est normal, il fallait être de gauche, et d'ailleurs, cette phrase un peu bébête, on disait, oui, si on est de droite à 20 ans, on n'a pas de cœur, si on est de gauche à 40 ans, on n'a pas de tête. C'était le vieux proverbe grand-parental. Mais aujourd'hui, alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a une génération, en tout cas, on le voit en France, mais je pense qu'au Québec, c'est pas complètement différent. Et il y a une génération de gauche, même gauchiste, etc., islamisme, wokisme, etc., ou islamo-wokisme, enfin, appelons-le comme on veut. Et puis une génération conservatrice,
à laquelle vous appartenez. Mais c'est quoi le conservatisme? Parce que le conservatisme, c'est encore, comme le gauchisme, l'auberge espagnole du fantasme, au niveau que ce qu'on a envie d'y mettre. Alors, essayez-vous de nous dire, vous, puisque vous avez écrit ce livre, justement, Étienne-Alexandre Bourgard, qu'est-ce que c'est qu'être conservateur aujourd'hui en 2025? Ouais, ben en fait, la prémisse sur laquelle je pars, c'est justement que dans une société atomisée, dans une société liquide, le rôle des conservateurs, c'est de rebâtir en fait ce socle de culture, de tradition, de mœurs qui est nécessaire pour se projeter dans la liberté. Donc moi, mon conservatisme aujourd'hui, il s'articule autour en fait de ces institutions-là qui dépassent l'individu et qui nous donnent du sens. Je pense à la famille, je pense à la nation, je pense aux communautés aussi, à les associations dont parlait Tocqueville. Pour moi, être conservateur aujourd'hui, c'est de vouloir justement rebâtir ces institutions-là, de rebâtir ces cadres qui encadrent l'être humain avec le constat, en fait, que justement, nous ne sommes pas des atomes et nous ne pouvons pas exister indépendamment, de manière authentique, entre guillemets, sans tous ces ancrages-là qui nous nourrissent, en fait, et qui font de nous qui nous sommes. Alors, ces ancrages qui font de nous qui nous sommes, peut-être appesantissons-nous, au bon sens du terme là-dessus, la famille. La famille, effectivement, on l'a dit, oui, la famille éclatée, et on le voit encore une fois, je prends l'exemple américain, quand vous avez une Erika Kirk, la veuve de Charlie Kirk, qui remet sur à un niveau incroyable la religion, la famille, les enfants, les devoirs, l'homme, etc. Ça incarne un peu ce que vous décrivez? Après, le conservatisme, ça varie d'un peuple à l'autre, notamment dans la relation que les Américains peuvent avoir publiquement avec la religion. Je pense que quand on vient de France, ou même de la civilisation francophone comme le Québec, c'est certain que ça nous est un peu étranger. Néanmoins, quand elle parlait, par exemple, de l'engagement de Charlie Kirk pour inciter les jeunes hommes à fonder des familles, à justement reconnaître l'importance de cette institution-là, moi, c'est une partie de son discours qui m'a énormément touché. Et puis, je pense aussi que c'est pas tout le monde qui le voit comme ça, mais moi, je vois ce discours-là pro-famille comme une espèce d'antidote aux gens comme Andrew Tate, vous savez, qui sont vraiment à l'opposé de ça, là. Je veux dire, c'est certainement une vision du conflit qu'il promeut entre les hommes et les femmes, une vision de domination qui n'est pas saine du tout. Et à ce sens-là, pour moi, la famille, c'est vraiment cette espèce de point médian où tout le monde peut se rejoindre, parce que la famille, c'est une institution qui dépasse les individus et où autant les hommes que les femmes que les enfants peuvent se reconnaître dans un bien commun qui les dépasse. Donc moi, c'est ça qui m'inspire, par exemple, dans la famille. C'est ça, et que la famille devient un point d'ancrage. Vous dites, en fait, et c'est intéressant, l'individualisme, le côté chacun est roi, etc., a atteint ses limites, quelque part. Oui, parce que ce que certains ne se sont pas aperçus quand ils déconstruisaient justement ces institutions porteuses de sens, c'est que souvent les normes protègent les plus vulnérables, protègent les faibles. J'ai 3 exemples que je cite dans le livre. Comme par exemple, oui, allez-y. Comme par exemple, quand on dit qu'on va abolir la police. Vous savez, pour vouloir abolir la police, il faut soit être assez inconscient, soit vivre dans une communauté qui a déjà de la sécurité privée, où au final, on va pas récolter les conséquences de ce choix délétère. Vous savez, à Portland, aux États-Unis, il y a eu cette zone autonome où la police n'est pas entrée pendant plusieurs jours. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Mais des vols, des viols, des meurtres. Et malheureusement, ce sont des personnes afro-américaines qui ont perdu la vie au nom du mouvement Black Lives Matter. On pourrait aussi parler de la décriminalisation des drogues. Vous savez, moi je demeure au Canada et à Vancouver, par exemple, juste au nord de la Californie, ils ont décidé de se lancer dans cette expérience un peu folle de dire, désormais, on va empêcher les policiers d'intervenir si des gens se shootent dans les parcs ou dans les transports publics. Ah oui, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Exactement. Et qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Ben, naturellement, les gens ont commencé à se shooter dans les parcs et dans les transports publics. N'importe qui aurait pu le voir venir. Et donc, on est arrivé dans cette situation un peu burlesque où le gouvernement progressiste qui avait décrété ces mesures a finalement fait campagne contre lui-même à l'élection suivante en disant « on vous promet, on va arrêter tout ça, etc. » Donc, c'est juste, il y a un point où ça ne passe pas l'épreuve du réel. Et vous aviez un 3e exemple, je crois. Oui, en fait, mon 3e exemple, c'est la question de la famille. Et puis, celui-là, peut-être qu'on en parle moins politiquement parce qu'on se dit, oh, ça relève un peu du privé, c'est un peu difficile à aborder. Mais moi, j'ai lu le livre d'un psychologue américain qui s'appelle Rob Anderson, qui, lui, a grandi dans plusieurs familles d'accueil, pas toujours de manière très heureuse. Et il parle de ça. Il a terminé quand même à l'université Yale, qui est une des grandes universités. Et il parle du jour de sa graduation. Il dit, je vois mes collègues de classe qui sont là avec leurs parents
de naissance, pour la plupart. Ouais. Et moi, je suis là avec la dernière famille d'accueil que j'ai, celle avec qui je m'entendais bien, mais il dit, si seulement j'avais pu avoir ma famille à moi, si seulement j'avais pu éviter tout ça, j'aurais renoncé à toutes les opportunités économiques, éducatives, élitaires que j'ai eues ensuite en un claquement de doigts. Ça, bon, moi, j'ai la chance de ne pas avoir vécu dans une famille brisée ou quoi que ce soit. Mais quand on lit ça, franchement, on n'a pas le choix de verser une larme. On n'a pas le choix de verser une larme. Bien sûr. On va continuer après cette petite pause. Quentin, on a une petite pause publicitaire et on se retrouve avec Étienne Alexandre Bourgard. Anti-civilisation, vous savez, c'est toujours très important, je vous dis, on fait l'émission, mais n'oubliez pas aussi, lisez, c'est très important d'avoir le paysage, et le paysage complet, il faut du temps et il faut des livres, donc je vous dis toujours, lisez, et vraiment, on va continuer à parler avec l'auteur de ce livre, Étienne Alexandre Bourgard. À tout de suite. Tous ces états. Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Étienne Alexandre Bourgard qui vient de publier aux éditions de la Cité Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur. Et effectivement, on entend assez ce bruit mou des sociétés qui s'effondrent, mou pas ou quelquefois dur, mais enfin. Étienne Alexandre Bourgard, je voudrais vous poser une question parce que c'est intéressant par rapport. Vous êtes un intellectuel de cette génération au Québec et entre 2022 et 2025, on le sait écrit dans votre livre, en biographie, il a travaillé au cabinet du Premier ministre du Québec. Alors, oui, absolument. Alors, en tant que quoi, et qu'est-ce que vous a apporté, qu'est-ce que vous apporte justement le fait, parce que il y a des intellectuels qui travaillent et c'est très bien, un cabinet ministériel, là c'était le Premier ministre, qu'est-ce que vous a apporté et qu'est-ce que ça apporte à l'exercice intellectuel, le fait de la pratique politique en tout cas, à un conseiller d'un Premier ministre? Moi, j'ai travaillé donc comme rédacteur des discours, conseiller à la planification stratégique aussi, donc vraiment les allocutions du premier ministre, M. Legault, c'est de ça que je m'occupais, et aussi un peu tous les aspects plus... Oui, jusqu'à présent d'ailleurs. Oui. Vous êtes toujours ou pas? Non, j'ai quitté il y a 1 mois. Maintenant, je suis chercheur dans un think tank qui s'appelle Cardus, au Canada toujours. D'accord. Donc, voilà, ça m'a apporté, je pense, une profondeur de réflexion, parce que moi d'ailleurs, ça, on l'a pas écrit dans la bio parce que ce serait long à tout raconter, mais je suis aussi impliqué en politique depuis que j'ai environ 16 ans, puis pour moi, la vie intellectuelle et la vie politique, c'est vraiment un peu 2 jambes qui marchent de concert. Ouais. Parce que je pense que d'écrire des essais comme ça, vous remarquerez, quand vous avez lu, il y a toujours un ancrage concret, un ancrage dans le politique, un ancrage aussi dans certaines politiques publiques dont on a discuté avant. Et je pense que quand on veut faire de la pensée politique aujourd'hui, c'est important aussi d'avoir cet ancrage-là dans les idées et dans le concret pour savoir comment les idées qu'on avance peuvent se transmettre et s'incarner. Exactement. Exactement, parce qu'on prêche pas dans le vide, hein, on veut vraiment changer la société pour le mieux et de manière concrète, tangible. Alors justement, revenons à ça. Est-ce que aujourd'hui, avec ce Premier ministre, donc vous êtes assez proche de ses idées, bien sûr, puisque vous avez travaillé pour lui, mais je reviens à ma question. Je voudrais qu'on creuse cette question de conservatisme en politique. Comment justement ça peut, que ce soit en Amérique du Nord, parce que vous êtes les États-Unis, c'est le voisin, et que ce soit en Europe où vous venez de temps en temps, vous êtes actuellement avec nous. Comment ça peut s'incarner, justement, cette incarnation-là, cette acter, justement, ces choses-là, où on voit aujourd'hui, nous assistons à des sociétés complètement divisées. En Amérique, aujourd'hui, ils n'ont jamais été aussi proches d'une guerre de sécession. Mutandis mutandis, hein, comparaison n'est pas raison. Mais quand même, très divisé en France, on le voit très bien, on parle d'archipélisation, de morcellement, de libanisation, etc., etc. On a l'impression de vivre dans la guerre de tous contre tous dont parlait Hobbes. Mais justement, qu'est-ce qu'apporte votre conservatisme, en tout cas comme vous le définissez, à cette espèce de fracture, et fracture qui quelquefois se transforme en abysme? En fait, c'est très bien que vous parliez de Hobbes parce que c'est justement là que j'allais. La solution de Hobbes, on la connaît, c'est le Léviathan. Donc, quand on est en risque ou quand on vit une guerre de tous contre tous, il faut que la puissance publique soit capable d'arriver par-dessus pour, d'une certaine manière, réconcilier ou du moins imposer
le monopole de la violence, comme il disait, mais aussi des normes qui vont faire en sorte que tous vont être capables de mettre un peu d'eau dans leur vin pour cohabiter de manière satisfaisante. Moi, c'est la partie un peu positive à la fin du livre. Quand je parle d'un conservatisme du bien commun, moi, c'est certainement la frange conservatrice qui m'inspire le plus aujourd'hui, celle de gens qui disent, OK, l'État doit redevenir un entrepreneur de normes, doit réapprendre à dire, OK, voici certaines lignes rouges que l'on ne peut pas dépasser parce que sinon, cet usage débridé de la liberté va devenir destructeur. Et ça vaut aussi sur la culture. Un État qui est capable de réimposer qu'il y a quelque chose comme une culture nationale commune, que ce soit dans l'éducation nationale, mais aussi dans les communications étatiques, dans comment on incarne et comment on conçoit la puissance publique. Alors qu'on a sombré souvent vers une forme de multiculturalisme qui est assez délétère à ce niveau-là. Parce qu'à partir du moment où la puissance publique se met à valoriser le particularisme davantage que la citoyenneté commune dans une société qui est déjà extrêmement divisée, mais en fait, c'est un cocktail très explosif. Oui, et d'ailleurs, on le sent, ce cocktail très explosif. On en a quelques explosions, justement, et quelques effets. Mais est-ce que ça ne dépend pas aussi, alors, l'autre côté, mais justement, où sont les politiques qui appliquent et qui activent et qui imposent les normes? On les entend pas beaucoup, dans nos pays. Ou en tout cas, on ne les voit pas beaucoup faire. Alors, il y a de grandes déclarations, il y a de grandes notes d'intention, il y a de grandes... voilà. Mais après, sur les faits, je ne vois pas que, en tout cas depuis 10 ans, pour parler... Les fractures se sont amoindries, les pays se sont recollés, et que la volonté commune de faire nation, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais on la sent pas beaucoup, Oui, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs qu'un des problèmes aujourd'hui dans la plupart des régimes occidentaux, c'est justement que les tribunaux, les cours, même le Conseil constitutionnel ici, ont pris une place complètement disproportionnée par rapport à la place des élus, par rapport au Parlement, par rapport aux assemblées. Des juges. Oui, des juges, exactement. Oui. Et quand je regarde, vous savez, je suis bien placé pour en parler, je viens du Canada, le pays de la Charte canadienne des droits et libertés, qui en quelque sorte poussé un peu le mouvement jusqu'au boutiste des droits américains, de telle sorte que les juges sont vraiment le pouvoir qui est au sommet du régime aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose de très tendancieux là-dedans, parce qu'on va regarder une liste très abstraite de droits que à peu près n'importe qui peut interpréter n'importe comment. Et là, des juges qui sont imputables d'à peu près personne vont décider qu'on peut invalider des lois, des normes à partir de principes abstraits. J'ai un très bon exemple pour vous. Je ne sais pas si ça s'est rendu de votre côté de l'Atlantique, mais... dernièrement, le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a été élu avec la promesse de supprimer certaines pistes cyclables à Toronto. D'accord. Et les il a cyclistes, été élu là-dessus. Oui. Alors qu'il s'apprêtait pour le faire, le lobby cycliste le poursuit devant les tribunaux. Et savez-vous ce que les tribunaux ontariens disent? Ils disent c'est inconstitutionnel de supprimer des pistes cyclables à Toronto. Au nom de quoi? Au nom du droit à la vie des cyclistes. C'est formidable quand même. C'est ça. Le droit à la vie des cyclistes. Oui. Donc, on ne touche pas. Exactement. Autrement, leur vie serait disproportionnellement menacée s'il n'y avait plus autant de pistes cyclables à Toronto. Vous voyez, à partir du moment où on a cet appareil-là qui permet essentiellement à n'importe quel groupe, pour autant qu'il se définisse comme minoritaire, d'aller déconstruire les lois, d'aller déconstruire les normes communes, et que c'est ça le pouvoir suprême du régime, effectivement, c'est assez difficile pour les politiques d'imposer leur volonté. Mais oui, et là, ils ont réussi, enfin, les juges ont eu force de loi là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de disparition ou d'atténuation ou de diminution des pistes cyclables? Ben écoutez, là, c'est une décision qui est récente, là, ça doit faire 1 ou 2 mois, donc je pense que le gouvernement va porter en appel la décision, mais comme c'est là, effectivement, ça a arrêté la possibilité de pouvoir procéder. Là. Mais alors justement, je voudrais qu'on parle après une autre petite pause, que nous parlions justement de la violence. Parce que c'est de la violence, de la sécurité, etc. Là aussi, quelles normes apporter, et là aussi, quel rôle le pouvoir législatif, les juges, l'exécutif jouent. Parce que là, encore une fois, moi, ce qui est frappant, et je ne suis pas le seul à y penser, c'est l'écart, encore une fois, abyssal entre les intentions, les paroles et les faits, et les paroles et les actes. Donc, je voudrais que là aussi, vous disiez, ou pas seulement vous, mais comment se situe quelque chose qui rapporte un certain équilibre et une certaine confiance, parce qu'elle est très ébréchée, comme vous le savez, la confiance. On se retrouve juste après une petite pause. À tout de suite. Parle-t-on français? Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Étienne Alexandre Bourgard, on en parlait en début d'émission à midi, les réactions effectivement à la célébration massive de Charlie Kirk en Arizona, avec Trump, Musk et puis la veuve évidemment de Charlie. Enfin, c'était... Bon, on va pas revenir là-dessus, moi j'ai trouvé ça personnellement assez émouvant, même s'il y avait un côté télévangéliste bien sûr. Mais ça pose le problème de ce genre dit de gauche, de ces journalistes dits de gauche qui disaient non, c'est Hitler, c'est le nazisme, c'est etc., c'est les grandes célébrations et tout. Et vous posez la question, et je vous la posez comme vous la posez vous-même, peut-on encore être de gauche? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, encore une fois en 2025, être de gauche? En fait, c'est vrai que, à mon sens, il y a vraiment une crise existentielle au sein de la gauche aujourd'hui, dans la mesure où tout ça prend ses racines justement dans les années 60-70 dont on discutait tout à l'heure. À partir du moment où l'État-providence existe, à partir du moment où la majorité des sociétés occidentales a une existence confortable dont elle est satisfaite grâce justement à ses services publics, eh bien la gauche a su assez rapidement qu'elle était en crise. Quelqu'un comme Herbert Marcuse, qui était professeur en Californie, qui a été aussi un des penseurs les plus lus de mai 68, dans L'homme unidimensionnel, c'est la question qu'il pose. Il dit, mince, qu'est-ce qui va arriver à la Révolution si le peuple est maintenant satisfait? D'ailleurs, on constate qu'il avait donc une préférence pour la Révolution, pour la critique de l'ordre social, bien plus que pour la condition des classes populaires. Et c'est les mêmes gens qui disent aujourd'hui, il faut que les Noirs restent dans leur coin, complètement victimes, pour qu'on puisse s'occuper d'eux. Et oui, et d'ailleurs, Marcuse déplorait l'émergence d'une bourgeoisie afro-américaine aux États-Unis parce qu'il disait comment est-ce qu'ils vont pouvoir se soulever maintenant. Oui. Et donc, la stratégie que lui met de l'avant, c'est de dire il faut trouver les groupes qui sont la contradiction vivante de la société établie pour ensuite les monter contre l'ordre social et ces groupes, avoir notre révolution. Les minorités. Terra Nova en France théoriser ça. Exactement. On va s'occuper des féministes, des LGBT, des etc., des racisés, etc., etc. Ouais. Nous avons Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour André Berkov. Bonjour. On vous écoute Jean-Luc. Alors voilà, je vous écoute attentivement et en fait j'ai de gros doutes sur le poids de la politique dans la société. C'est-à-dire que j'ai plutôt l'impression que c'est l'économie qui dicte ses valeurs à la société et en particulier au sein de l'économie, la technologie. J'ai l'impression que depuis quelques dizaines d'années, en fait, ce qui a avant tout changer le mode de vie et le mode de pensée, ce sont les technologies. Voilà ma réflexion. D'accord. Oui, comme Internet, comment Internet a changé, comment risque de changer dans les comportements de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous en parlez aussi. Que pensez-vous de cela, de ce que dit Jean-Luc? Je pense que Jean-Luc a raison dans la mesure où ce basculement-là qu'on a vu entre un peu la lutte des classes traditionnelles et ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été aussi un grand bouleversement sociologique qu'on commence seulement, je pense, à s'apercevoir de l'ampleur, c'est-à-dire la montée d'une classe universitaire que James Burnham appelle la managerial class, vous savez, la classe des managers. La classe des managers, et aujourd'hui, quand on regarde les clivages politiques, quelqu'un comme Jérôme Fourquet, par exemple, le disait dès 2016, avec le nouveau clivage. Il disait, si vous voulez trouver la meilleure manière de différencier les électeurs d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ou de Hillary Clinton et Donald Trump, il faut regarder ceux qui ont une éducation universitaire ou non. Et je pense que souvent, ce climat-là universitaire permet l'émergence de certaines idées, des idées un peu déconstructrices dont on a discuté tout à l'heure, qui ne sont pas partagées par la vaste majorité des classes populaires. Et donc, il y a cette espèce de clivage de valeurs qui est aussi un clivage de classes. Et après, ce sont deux classes qui ont des modèles économiques qui sont différents. Vous voyez, quand on parle, par exemple, de la désindustrialisation de l'Occident, mais ce sont ces classes populaires qui sont peut-être davantage patriotes, davantage conservatrices aussi sur les questions de valeurs, qui sont touchées de plein fouet par ça. À l'inverse, quand on parle du développement de l'économie des services et aussi d'une certaine manière du développement de l'État, quand on rajoute des postes de bureaucrates, eh bien, c'est la classe universitaire qui en profite. Donc, il me semble effectivement que une certaine dimension économique, une certaine lutte des classes est aussi liée avec ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre culturelle. Alors justement, vous dites carrément, la guerre culturelle est une lutte des classes. Oui, tout à fait. Essayez alors parce qu'on est en pleine guerre culturelle aujourd'hui. Il n'y a pas que la guerre effectivement physique, la guerre Russie-Ukraine, la guerre au Proche-Orient ou ailleurs. On est dans une guerre culturelle mondiale. On le voit bien à bas bruit ou à faible bruit, mais elle est là
très fortement, quand même, en fait. Et alors, c'est quoi? En quoi? Alors, vous parlez de la classe universitaire ou pas, mais est-ce que ce n'est pas aussi, moi je dirais, est-ce que ce n'est pas aussi, sans prendre tous les schémas de la Révolution française, est-ce qu'on n'est pas dans une noblesse capitalo-administrative, dans un clergé politico-médiatique, et effectivement, et dans un tiers-État qui a été assez totalement morcelé, fendillé, cassé, et donc qui n'a plus, aujourd'hui en tout cas, le pouvoir de se réunir. Est-ce qu'on n'est pas là-dedans? Ben, je pense que les deux thèses sont pas contradictoires du tout. Puis, en fait, quand vous parlez de clergé, tout ça, je pense que c'est aussi la réalisation du fait que le monopole de la classe universitaire, désormais, sur beaucoup de postes avantageux, que ce soit au sein de l'État, au sein des hauts postes de manager, même dans les entreprises, au sein de la plupart des médias, au sein, ben, justement, de l'université ensuite pour devenir professeur. Donc, c'est ça, en fait, c'est un peu, comme on dirait, la capture institutionnelle de certaines institutions qui, jadis, étaient peut-être plus équilibrées, qui fait en sorte qu'on a vraiment ce sentiment-là que, oui, les classes populaires, même les gens qui sont davantage conservateurs, sont un peu exclus de ce poste-là. Et moi, je pense quand même que, vous avez vu sans doute que je suis assez critique du populisme comme fin en soi. Oui. Néanmoins, je pense que les partis qu'on dit aujourd'hui populistes ont eu cet énorme mérite d'être ceux qui ont pris le bâton de pèlerin et qui ont pris la parole de ces classes populaires-là pour les ramener au cœur de la joute politique. Oui, c'est vrai, parce qu'ils avaient été complètement absents. Et alors, vous dites que cette espèce de classe universitaire, enfin de diplômés, etc., elle a encore le monopole du pouvoir, pratiquement, ou pas? Ah ben certainement. Peut-être que c'est en train de changer un peu aux États-Unis à cause des réformes institutionnelles qui sont là. Oui. Après, est-ce qu'on va réussir à arriver dans une situation d'équilibre? C'est bien la question. Mais oui, je pense que certainement, même si on sent que le courant est en train de changer un peu, on est encore un peu dans la même situation parce que des institutions comme ça prend du temps à changer. Vous savez, quand on a des gens qui arrivent avec des postes permanents, sans dire que ça devient une espèce de gérontocratie où les gens sont installés pendant très longtemps, il y a quand même ce fait que les institutions vont changer lentement. Et c'est ça qui est terrible, parce que qui est terrible. Évidemment, on voudrait que ça se passe comme un jeu vidéo, mais ça ne se passe pas comme dans un jeu vidéo. Mais au fond, aujourd'hui, alors, mais si on avait à redéfinir les classes aujourd'hui, et tiens, Alexandre, vous êtes dedans en plein. C'est quoi aujourd'hui le prolétariat? C'est quoi les classes populaires aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Par rapport et c'est quoi la bourgeoisie? Le concept de prolétariat, je pense qu'aujourd'hui, sans dire qu'il est inopérant, c'est plus exactement ça. T'sais, à partir du moment où on a une classe moyenne, bien, elle a pris une grande place dans la joute politique pendant les 30 Glorieuses, je pense. D'ailleurs, à l'époque, oui. Oui, exactement. Et la classe moyenne aujourd'hui, beaucoup de gens qui le disent que je cite dans le livre, c'est un peu la classe la plus naturellement conservatrice sur le plan des valeurs. Pas libertarienne, bien sûr, parce qu'elle dépend en quelque sorte de l'État-providence. Elle dépend de ces aides-là aussi pour maintenir son niveau de vie. Néanmoins, ce n'est pas une classe révolutionnaire du tout. Donc, on est très, très, très en dehors du schéma un peu marxiste-marxien que certains voudraient nous ramener aujourd'hui en disant, vous savez, il y a le 99% et il y a le 1%. Dans les faits, c'est pas vraiment ça. Il y a un peu, ou plutôt comme disait Giscard, le 2/3 des Français qui, lui, est cette espèce de classe moyenne, plus conservatrice sur les mœurs, assez progressiste sur les questions économiques, qui est ce bloc central, mais auquel on a un peu arrêté de parler. Et après, il y a aussi cette espèce j'ai seulement le mot anglais, le underclass, qui, elle, vit dans des conditions beaucoup plus précaires. Le lumpen prolétariat. Voilà, exactement. Oui. Et puis, je pense que l'image un peu caricaturale, mais emblématique de ça aussi, par exemple, c'est le chauffeur Uber. Vous savez, l'ubérisation, oui, le chauffeur Uber. Ouais. Le lumpen prolétariat, souvent, va être, disons, davantage étranger, immigré que la classe moyenne aujourd'hui. Et d'ailleurs, quelque chose qui est super fascinant que je relève dans le livre, c'est qu'à partir du moment où ces immigrés qui étaient dans le lumpen prolétariat commencent à rejoindre la classe moyenne, eh bien, ils deviennent plus conservateurs. Et une des histoires dont on n'a pas suffisamment parlé, à mon avis, suite à la réélection de Donald Trump en 2024, c'est comment le vote latino-américain lui a été extrêmement favorable. Et d'ailleurs, il y a un super livre par un sondeur américain qui s'appelle Party of the People, Patrick Ruffini, le sondeur, qui explique comment, aujourd'hui, le Parti républicain, c'est en quelque sorte devenu le parti d'une classe ouvrière moyenne multiethnique. Et ça, c'est l'exemple qui m'a fait pouffer de rire, comme quoi dans certains villages ou villes le long de la frontière mexicano-américaine, le Parti républicain
a lancé des publicités radio en espagnol contre l'immigration mexicaine. Et ce sont des comtés qui ont voté à large majorité pour Donald Trump. Donc, c'est un peu cette espèce d'inverse de ce qu'on vous dirait de faire. Ça suffit, les immigrés disent les anciens migrants. Oui. Ça va. Et c'est particulier parce qu'en politique, on part de cette prémisse en disant que tout le monde qui a même un lien lointain, par exemple, avec la question migratoire, va être immigrationniste au max pour toujours. Mais en fait, dans les faits, on voit que ce n'est pas vrai parce qu'à partir du moment où ces gens-là rejoignent la nation, s'y intègrent, rejoignent aussi la classe moyenne, mais comprennent aussi qu'il y a un peu une tension, qu'on ne peut pas accueillir tous les gens du monde dans son pays. Oui, et on le voit très très bien en France avec un certain nombre de votes, non seulement celui du Rassemblement national, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il y a quand même un problème et qui est posé. Et d'ailleurs, c'est très très amusant, je ne sais pas, vous le savez, en France, en 1980, il y a 40-45 ans, qui parlait de stopper complètement l'immigration clandestine comme l'immigration officielle, c'était Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. C'est lui qui disait avant tout le monde, et très publiquement, et applaudi par ses camarades. Bien sûr. Et regardez, on est aujourd'hui 45 ans plus tard, quoi. Ben oui, puis d'ailleurs, on parlait de la nouvelle structure de classe. Je pense que la grande histoire derrière tout ça, ce qui se passe depuis des décennies maintenant, c'est que le peuple a un peu glissé à droite. Vous me permettrez de revenir à votre question, comment peut-on être de gauche? Cette question m'a été inspirée par le superbe essai de Laurent Bouvet, Le sens du peuple, qu'il a publié en 2012 quand même, il a vu venir les choses. Et ça se termine un peu sur cette espèce d'aporie philosophique quand il se demande, alors qu'on voit que le peuple se déplace vers la droite dans ses préférences politiques et culturelles. Moi, si je suis un homme de gauche et que je définis la gauche comme la défense du peuple, qu'est-ce que je fais? Le parti du peuple. Voilà. Est-ce que mon parti pris pour le peuple va me conduire à droite? Ou est-ce que je vais rester de gauche, mais que je vais cesser de défendre le peuple? C'est pour ça, quand je dis un peu avec un petit sourire en coin, est-ce qu'on peut encore être de gauche? Ça veut aussi dire que cette étiquette-là n'a plus le sens qu'elle avait par le passé. Et d'ailleurs, je pense que les intellectuels français sont un très bon laboratoire pour l'ensemble du monde occidental. Moi, de mon regard extérieur, vous savez, quand je fais des conférences, par exemple en anglais, pour expliquer justement ce glissement-là du peuple vers la droite, je pense qu'il y a beaucoup d'intellectuels en France qui ont eu le courage de suivre ça et de se désaffilier un peu de la gauche officielle. Si on pense à des gens justement comme Michel Onfray, des gens comme Alain Finkielkraut, des gens comme tous ces républicains, ces patriotes qui ont, à partir d'un moment, dit « OK, ça suffit. La gauche, comme elle s'en va, je ne m'y reconnais plus. » Et je pense que, d'une certaine manière, ce sont un peu les intellectuels organiques de ce peuple-là qui a fait, en silence, parce qu'ils n'ont pas de représentants autant dans les sphères médiatiques, qui a fait cette transition-là également vers le camp du conservatisme. Et c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas vraiment leur traduction politique, parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre la droite très très anti-immigrée. Ils sont là, ils hésitent, ils louvoient, mais c'est très intéressant. On va se retrouver avec une dernière petite pause avec Monsieur Bourgard, avec l'anti-civilisation, mais on espère que la civilisation ne va pas disparaître, c'est surtout ça. 0826 300 300, vous nous appelez si vous avez envie d'intervenir dans ce débat. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Près d'1 million de personnes en Angleterre en train de brandir les drapeaux anglais avec Tommy Robinson la semaine dernière. On a vu les manifestations en Autriche, même en Allemagne, où l'AfD, le parti de droite extrême, droite dure, est en tête, en tout cas dans les pronostics et dans les sondages pour les prochaines élections. On voit ce qui se passe dans la Hongrie de Orban. On voit ce qui se passe un peu partout. On voit ce qui se passe, évidemment, on l'a vu ça avec Trump. Il y a ces mouvements, reconquête d'identité, on le voit avec Nigel Farage et compagnie, reconquête du drapeau, remigration éventuellement. Alors, certains disent c'est le populisme le plus éhonté, d'autres disent non, c'est le populisme qui veut retrouver le peuple. Alors, vous en parlez des vices et vertus du populisme. C'est quoi le populisme aujourd'hui? Enfin, comment vous le définiriez? C'est clair, je pense que la définition la plus consensuelle du populisme, c'est de dire une certaine rhétorique politique qui va opposer de manière le peuple et les élites. Je pense que tout le monde s'entend là-dessus. Bien sûr. Parlons des vices et des vertus maintenant. D'abord, je pense que la plus grande vertu, ça a été de remettre au centre du jeu politique la figure de la classe moyenne et des classes populaires majoritaires. Parce qu'on en a discuté justement avec la prise en pouvoir de justement la classe universitaire, entre guillemets, la classe technocratique, si on peut dire. Ces intérêts-là, qui pourtant sont la majorité du corps démocratique,
ont été particulièrement mis de côté au début des années 2000. Donc, c'était normal qu'il y ait ce retour de balancier-là. Et en fait, vous savez, c'est un peu comme un marché, la politique. S'il y a une grande demande et que personne n'offre, eh bien, c'est des acteurs un peu marginaux, justement, qu'on a appelés populistes, qui vont offrir ce que les gens demandent. Donc, c'était normal qu'il y ait ce retour de balancier-là. Maintenant, passons au vice. Parce que si on pense vraiment qu'il y a un problème en ce moment avec la civilisation, si on pense que les normes, la civilité s'effondrent, on peut pas se contenter d'une espèce de rhétorique de tous pourris ou de seulement rajouter de l'huile sur le feu de la guerre culturelle. Il vient un temps, et je pense qu'on l'a atteint à peu près 10 ans après le Brexit, 10 ans après la première élection de Donald Trump, où on devrait se poser la question de comment est-ce qu'on va rebâtir justement et comment est-ce que le conservatisme, aussi la droite, peuvent être cette force qui va rassembler et un peu rebâtir quelque chose sur les ruines un peu de toute cette situation-là. Et parfois, quand je regarde la stratégie de certains populistes, notamment aux États-Unis, qui veulent essayer de former la coalition la plus large des mécontents, j'ai l'impression des fois de revoir un peu Herbert Marcuse quand il dit qu'il faut aller chercher la contradiction vivante de la société. Sauf que là, ils sont la majorité. Oui. C'est pas la coalition des minorités. Non, exactement. Mais contre un peu l'élite en place. Bien sûr qu'il y a une différence. Mais après, c'est aussi la question. Si on juge que l'élite en place en ce moment est insatisfaisante, est-ce qu'on souhaite s'enliser dans une espèce de contre-culture de droite où on leur jette des flèches pour nourrir la frustration, ou est-ce qu'on veut une contre-élite? Est-ce qu'on veut remplacer... De toute façon, il faut une élite, mais on peut renverser l'élite actuelle. On peut la changer. Les deux, exactement, les deux ne sont pas contradictoires. Mais parfois, on sait, il y a certaines franges qui rêveraient peut-être d'une forme de démocratie directe, vous savez, de dire il faudrait complètement se libérer d'une élite, mais dans des sociétés contemporaines comme les nôtres, où il y a des élus. Ben oui, dans une démocratie représentative, il va toujours y avoir des représentants et des représentés. Donc, il faut intégrer cette part de réalité-là aussi, vous voyez. C'est clair. Étienne-Alexandre Bourgard. Ben, je vais employer un exemple un peu plus contemporain parce que je pense que certaines époques se prêtaient à autre chose. Puis aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui souhaite une guerre, personne qui souhaite de la violence comme ça. Mais un exemple que je trouve très, très intéressant, c'est les États-Unis du début du 20e siècle. Vous savez, à la fin du 19e, début 20e, on a une très grande entrée d'immigration aux États-Unis. Et autour de 1924, qu'est-ce qu'on fait? Essentiellement, on ferme les vannes. On dit, ça prend une période pour digérer justement ce nouvel apport. Et il y a eu fermeture des vannes complète. Pratiquement, jusqu'aux années 60, là, le pourcentage d'immigration aux États-Unis était très, très, très faible par rapport à ce qu'il y avait eu avant et par rapport à ce qu'il y a eu après. Et un sociologue comme Robert Putnam, ce grand théoricien de la cohésion sociale, il le montre dans son livre qui s'appelle The Upswing, où il dit en fait cette période-là où on a appliqué aussi certaines politiques d'intégration, d'assimilation qui étaient assez fortes, tout en fermant les portes, en disant ceux qui sont ici le resteront, mais s'intégreront. Ça a été une grande hausse aussi de la cohésion sociale qui s'est arrêtée seulement en fait dans les années 60 quand tous les bouleversements dont on discute se sont avérés et que du même coup on a rouvert la porte à l'immigration avec les résultats qu'on le sait aujourd'hui. Donc peut-être qu'une raison d'espérer en fait que le modèle démocratique soit capable de résister au choc, c'est de dire que il peut y avoir aussi ces cycles quoi. Oui, mais une dernière question quand même justement posée par Gabriel, au-delà des musulmans ou des non-musulmans, etc. Il y a quand même, vous le savez, d'ailleurs on le voit en Amérique, on le sait très bien, c'est la venue du Parti démocrate que dénonçait Elon Musk, on le voit aussi en France, on le voit en Europe. Vous avez des politiques, je ne dis pas tous, loin de là, mais une partie des politiques qui dit non, deux choses, des politiques et des patrons qui disent amenons des migrants parce que ça fera des salaires à baisser, et puis salaires à baisser, et puis une partie des politiques qui dit amenons des migrants, ça fera de futurs électeurs. Il y en a beaucoup qui nous ont lâchés, ils sont partis, ils sont plus avec nous. Regardez les électeurs communistes, 35% il y a 40-50 ans, maintenant aujourd'hui on sait ce que ça fait. Donc ceux qui veulent l'immigration, notamment pour des raisons électorales, ça nous fera des voix en plus. Ils vont avoir le droit de vote, etc. Est-ce que cette tendance n'est pas là très fortement? Ah, c'est sûr. Puis c'est pas très différent de chez nous au Canada. Vous savez, le Parti libéral, c'est leur mode de fonctionnement depuis très longtemps. Néanmoins, je pense que ça atteste d'une chose, c'est-à-dire que
la coalition progressiste aujourd'hui sent qu'elle est fragilisée. Parce que si elle n'a plus suffisamment d'électeurs dans son propre bassin, disons, dans la démocratie dans laquelle elle évolue, c'est une solution de remplacement qui est assez imparfaite dans la mesure où on en discutait tout à l'heure. Souvent, beaucoup de ces immigrés ou de leurs descendants finissent par basculer à droite également. Et au niveau, justement, de l'économie, ben oui, c'est un des meilleurs arguments, justement, pour fermer progressivement le robinet. Le fait que ça affecte très, très, très durement les classes populaires. On a eu même au Canada, justement, la semaine dernière ou l'autre d'avant, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui a décidé, qui a pris une position quand même très courageuse en disant qu'il abolirait le programme des travailleurs étrangers temporaires, dont énormément de McDo, par exemple, ou d'entreprises qui offrent des conditions de travail souvent objectivement misérables, dépendent pour justement ne pas améliorer leurs conditions de travail, pour ne pas offrir des meilleurs jobs aux classes populaires. Donc c'est certain qu'il y a cette tension-là, oui. Et cette tension est très très forte. Merci Étienne-Alexandre Borgard. Lisez Anti-civilisation et puis faites-vous une opinion. Merci M. Berkoff.